Merci à tous d'être venus. Euh, ce webinaire s'est organisé un petit peu sur le fil, donc il est évident que voilà, je vous demanderai d'être indulgent sur la présentation que je vais vous proposer. Euh, L'idée de faire ce petit webinaire est venue d'une réflexion qu'on a eue au sein de la mêlée numérique il y a quelques temps, il y a quelques jours presque, suite à une réunion du comité d'administration post-Covid, post-confinement, sur tout ce qui avait changé autour de nous, puisque la mêlée couvre à peu près tous les domaines, qu'ils soient publics ou professionnels. Et du coup, voilà, on s'est dit qu'il fallait qu'on fasse un petit point sur le domaine de l'agroalimentaire, parce que c'est d'abord c'est un domaine qui est très fortement représenté dans la région Occitanie. Et puis, il est de notre devoir au sein de la mêlée, comme va vous le rappeler là, Edouard, parce que je propose qu'Edouard, tu présentes un tout petit peu, très rapidement, le sens de l'existence de la mêlée. Eh bien, ça nous a semblé assez évident de porter une réflexion avec un axe de réflexion que je vous présente ce soir, qui est la formation dans le domaine agroalimentaire sur les usages numériques. Donc, Edouard, si tu veux bien dire quelques mots Oui, très généralistes sur la mêlée, je te oui, laisse très la parole. bien. Merci, merci Jérôme. Écoutez, en deux mots, donc je suis Edouard Forzy, je suis le président de la Mêlée, qui est une association qui a été créée il y a 20 ans. Voilà, nous fêtons notre 20e anniversaire en 2020. Alors, ce n'était pas forcément la meilleure année pour faire une grande fête, mais on fera quand même quelque chose si tout va bien, et si la situation continue à s'améliorer par rapport au Covid. Et effectivement, c'est 600 adhérents, on est sur toute la région Occitanie, donc des adhérents qui sont des entreprises petites, moyennes et grandes, de la start-up au grand groupe, en passant par les PME, et qui travaillent au développement de tout ce qui est lié aux usages et à l'innovation numérique, voilà, basé à Toulouse et Montpellier, au travers de commissions thématiques. Donc, il y a 18 commissions thématiques sur différents sujets. Vous pourrez retrouver sur notre site internet la mêlée de la mêlée, lamêlée.com, et notamment sur tous les sujets liés à l'impact du numérique, de ces innovations sur l'agroalimentaire et l'agriculture, ce qui sera le sujet d'aujourd'hui. Et évidemment, on l'a vu, il y a un impact fort de cette crise qui a accélérer encore plus la numérisation et montrer que le numérique pouvait apporter pas mal de solutions dans des périodes compliquées. Voilà. Et on espère que ça continuera à le faire. Et l'association est là pour ce faire. Et donc, pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez rejoindre la mêlée, ses groupes de travail, ses animations, ses événements et la réflexion qu'on lance donc autour un peu du monde d'après. Voilà. Alors là, effectivement, c'est sur ce groupe Food Tech sur qu'on peut travailler avec Jérôme qui anime ce groupe, comme il anime aussi le groupe sur la 3D. Voilà. Je vois Jean-Pierre Gessel aussi qui est en train de nous écouter. Voilà en quelques mots. Et donc, on a, de manière à garder le lien dans la période confinée, mais finalement, on a trouvé que c'était pas mal, donc on continue. On a créé ces webinaires, les 5 à 7. C'est plusieurs fois par semaine sur différentes thématiques. Et d'ailleurs, vous êtes tout à fait les bienvenus pour nous proposer des thématiques sur ces sujets. Voilà. Eh bien, je te laisse prendre le relais, Jérôme. Donc, juste peut-être les petites consignes, c'est de vous demander donc de garder vos micros éteints et ensuite, il y aura une deuxième partie où on pourra poser des questions et échanger. Et là, vous pourrez
vous présenter et intervenir. Je vais aussi vous mettre dans le petit chat que vous avez sur le côté un lien pour vous inscrire de manière à ce qu'on puisse ensuite continuer à échanger avec vous, vous envoyer les présentations si vous le souhaitez, etc., etc. Voilà. Donc, je vais mettre ça sur la petite conversation que vous avez sur la droite. Voilà. Allez, à toi, Jérôme. Merci, merci Edouard. Donc je vais poursuivre. Vous avez vu sur l'accroche de ce webinaire que j'ai invité donc des personnes qui sont importantes parce qu'elles apportent une contribution au sujet qu'on va aborder aujourd'hui. Donc je vais d'abord me présenter, puis je vais laisser Monsieur Kléber et Madame Aroro de se présenter eux-mêmes. Alors moi, je suis animateur du groupe 3D de la mêlée numérique. J'ai la chance d'animer ce groupe avec Jean-Pierre Gessel, qui est directeur de l'IRIT, l'Institut de recherche informatique de Toulouse. Et nous menons dans ce groupe, avec nos membres, pas mal de réflexions sur le développement des technologies, je dirais, autour de la 3D, du virtuel, mais aussi des serious games et plein d'autres sujets, et leur application dans tous les domaines. Je suis aussi directeur opérationnel et directeur général de la société Mimbus, qui développe des outils de formation et des simulateurs en formation dans le domaine de la réalité virtuelle et augmentée et aussi d'autres technologies. Et nous travaillons pour l'éducation nationale en France, mais aussi plein d'autres organismes de formation partout dans le monde, puisqu'on travaille donc pour 57 pays. Voilà, donc on a une vue assez globale sur la question de la formation. C'est surtout la formation des métiers manuels, bien évidemment. Donc, je vais vous présenter mes deux invités. Alors, je vais essayer de plutôt se présenter. Donc, Didier Kléber, qui est avec nous. Je vous laisse vous présenter, Monsieur Kléber. Oui, merci Jérôme. Oui, donc merci déjà de cette invitation. C'est un plaisir de pouvoir échanger sur ces questions avec vous tous dans le cadre de la mêlée numérique. Donc, je suis donc Didier Kléber, directeur de l'enseignement à l'école d'ingénieurs de Purpan, qui est une école qui fait partie du groupe INP, tournée vers l'agronomie. Et donc, alors en 2 mots, c'est une école qui recrute post-bac et qui forme des ingénieurs en 5 ans, dédiés au métier de l'agronomie, donc sur les grands champs professionnels que sont l'agriculture et l'agroalimentaire. Et effectivement, on est confronté aux questions du numérique, je dirais, à deux niveaux. D'une part, parce que les métiers évoluent et les besoins en numérique évoluent dans tous les métiers, que ce soit en production agricole ou dans les métiers de la transformation. D'ailleurs, si j'ai quelques minutes, j'aimerais pouvoir y revenir tout à l'heure pour parler un peu de ce monde en transition. Alors, c'est post-Covid. Le Covid a sans doute amplifié encore ou va amplifier encore ce virage, mais c'est quelque chose qui est déjà présent de manière significative depuis quelques années. Voilà, donc le numérique touche les métiers, et donc il faut qu'on se prépare aux métiers. Et puis le numérique touche aussi la formation. Alors, formation des ingénieurs, mais on a d'autres formations, peut-être des formations plus courtes, avec des pédagogies qui nécessitent l'apprentissage de gestes, l'apprentissage un peu avec des immersions dans un environnement. Et c'est vrai que le numérique nous apporte des solutions, nous apporte des moyens nouveaux, nous apporte des outils complémentaires, et c'est intéressant d'y travailler, et notamment donc, le partenariat qu'on engage avec Mimbus nous amène un peu ce regard et cette compétence qu'on n'avait pas sur l'école. Voilà ce que je peux dire en quelques mots. Alors, je suis plutôt agronome de formation, je ne suis pas spécialiste du numérique, donc vous m'excuserez si je n'ai pas toujours les bonnes terminologies aux questions que vous pourrez me poser, ou d'ailleurs si je n'ai pas toutes les réponses aux questions que vous pourrez me poser. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Kléber. N'hésitez pas à intervenir tout au long du webinaire. Hein. Vous êtes privilégiés, mes deux invités, vous êtes mes deux invités, donc vous êtes privilégiés sur les interventions.
pendant voilà, la présentation. Alors, j'accueille aussi Céline de Haroro, qui a plusieurs casquettes, mais aujourd'hui, c'est la casquette inédite. Donc, ben, je vous laisse vous présenter. Alors, juste petite rectification, c'est de Arojo, mais pas de Aroro. C'est à l'espagnol. Arrojo, oh là là, mon Dieu. C'est pas grave. Et c'est parce que j'ai l'habitude de vous appeler par votre prénom. Voilà, c'est pour ça. C'est ça, mais Voilà. c'est pas grave. Donc moi, voilà, Céline de Arrojo, je suis consultante pour le cabinet Inédit et nous avons répondu à différents appels à projets d'Ocapiat pour accompagner notamment les CFA, mais pas que. Maintenant, de plus en plus des entreprises sur des problématiques de changement de modalité pédagogique, notamment pour permettre aux CFA en fait, d'entrer dans l'ère du numérique et de proposer aux apprentis notamment de se former sous d'autres formes et de travailler par ce biais aussi l'attractivité des métiers. Dans ce cadre-là, dans le cadre de ce projet, on a deux grands projets qui commencent à faire du bruit. Le premier, c'est Campus Numérique, sur lequel l'idée étant vraiment de permettre aux entreprises du secteur de l'agroalimentaire, mais aussi maintenant de l'agriculture, de pouvoir créer et utiliser des capsules vidéo formatives afin de permettre du coup de former sous forme de petites capsules vidéo très courtes, hein, parce qu'elles font 3 à 5 minutes, la plus longue fait 15 minutes, former par exemple les saisonniers. C'est ce qui nous a permis là dans le cadre du Covid de former assez rapidement des saisonniers et de faire face du coup à la distanciation nécessaire lors de la formation. Un autre projet qui est intégré dans Campus Numérique, c'est aussi entreprise virtuelle. Et là, donc, c'est là en fait qu'on s'est rencontrés avec Monsieur Denis, puisque dans le cadre de ce projet, l'idée était vraiment de créer une plateforme de réalité virtuelle qui permette de recréer tous les environnements d'une entreprise agroalimentaire. Et maintenant, de plus en plus, on intègre aussi le secteur agricole. L'idée étant de permettre, sous le casque, en fait, de pouvoir se balader dans une entreprise virtuelle et de pouvoir apprendre via l'utilisation du matériel en fait, de réalité virtuelle des gestes techniques qui permettent, de limiter aussi l'utilisation de matière. Par exemple, là, on est en train de travailler sur un module de découpe de volaille qui permet d'acquérir le geste, les étapes, le processus, et sans utiliser du coup de matière. Donc il y a ce gain-là. Il y a aussi un gain puisqu'on travaille sur l'attractivité des métiers. Donc ça permet de découvrir, en fait, de faire découvrir assez rapidement des métiers, un environnement, que ce soit au niveau du son, au niveau des sensations, de tout ce qui est en fait immersion dans l'univers agricole et agroalimentaire. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, Céline. Mais alors, je vais corriger le slide, hein. Ne vous inquiétez pas sur cette faute d'orthographe terrible. Bah, vous en avez déjà dit beaucoup. On va développer un petit peu plus les sujets dont vous avez parlé au cours de cette présentation, parce que c'est assez intéressant, en effet. Donc voilà. Donc, comme vous avez compris, la présentation, elle est axée. Ce webinaire est axé sur la formation dans les métiers agroalimentaires, dans les métiers agricoles aussi. Et c'est l'objet un peu de notre réflexion, c'est qu'on s'est dit que c'est un axe privilégié parce que on a fait un certain nombre de constats suite à nos réunions en interne. Le premier constat qu'on s'est fait, c'est un constat sur les changements des modalités de consommation, mais aussi de relations avec les producteurs, nous, consommateurs, hein, et aussi les chemins, enfin les axes de distribution, notamment au niveau local. Donc ça, c'est vraiment une des premières constatations qu'on a fait lorsqu'on a commencé à se dire mais qu'est-ce qui a changé autour de nous pendant cette période de confinement et qu'est-ce qui changera aussi là-dessus. Donc cette résurgence du local qui était déjà un peu amorcée, notamment en Occitanie, bien a pris beaucoup plus de place et elle a poussé les producteurs et les distributeurs à user massivement du numérique
Donc ça, c'est vraiment ce qui nous a semblé être un indicateur assez fort. Et du coup, la mêlée a pleinement son rôle à jouer là-dedans, puisque jusqu'ici, le travail de la mêlée était celui de l'évangélisation, hein, l'évangélisation régionale. Eh bien, avec le coronavirus, on va dire que cette évangélisation s'est transformée en réalité, et la transformation numérique qui s'ensuit est assez abrupte. L'autre axe de réflexion, c'est, comme vous l'avez dit tous, enfin, comme on l'a dit tous, c'est la formation et le recrutement. Pourquoi? Parce que on s'est aperçu, comme beaucoup de secteurs, et je vais vous en parler après, que bon, les filières étaient déjà un peu en souffrance en termes de recrutement, notamment dans le domaine alimentaire, par exemple, mais aussi au niveau agricole. Les problématiques des saisonniers ou de la formation rapide des intérimaires est un vrai problème dans certains cas. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel l'après-coronavirus risque de peser encore plus. Et puis, comme on ne peut plus former à peu près de la même manière qu'avant, on s'est posé la question sur la pérennisation du développement des compétences, la présence sur le terrain avec des nouvelles règles, et quelle technologie pourrait répondre à ces problématiques. Et puis, vous avez parlé, Céline, tout à l'heure de l'attractivité. L'attractivité, elle est toujours présente. Le problème, c'est qu'on a du mal à attirer des jeunes dans certaines filières, hein. Vous avez parlé de la viande tout à l'heure, mais c'est la même chose dans le domaine agricole. Les difficultés vont être de plus en plus présentes, puisque l'après-coronavirus va accentuer cette tendance. Donc, face à ce constat, on a… alors, je présente les choses assez librement. Évidemment, je laisse à chacun la possibilité d'intervenir. On s'est aperçu que on a relevé un certain nombre de points forts, on va dire. C'est l'après-coronavirus. Il va falloir augmenter les capacités de formation à distance. Ça, c'est une évidence. La formation en présentiel n'a plus du tout la même importance. La formation à distance va prendre de plus en plus de place parce que le mot distance aujourd'hui a une plus grande importance, on va dire. Autre chose, la présence sur le terrain reste une problématique dont on a souvent parlé, mais c'est aussi l'expérience du terrain. Et on se demande si cette expérience de terrain ne va pas changer. Donc, qu'est-ce qui peut répondre à cette problématique? Comment aborder la question de l'environnement, du site de travail avec les nouvelles technologies? Et puis, on parlait d'attractivité, mais c'est aussi l'attractivité des entreprises. Force est de constater que le numérique peut être aussi un vecteur de changement d'image d'une entreprise, l'innovation aussi. Qu'est-ce qui peut renforcer cette image et apporter une valeur ajoutée ou un ROI à une entreprise ou à un professionnel qui veut se lancer dans le numérique? Donc, voilà, ces trois indicateurs nous ont amené à porter une réflexion sur l'utilisation de la réalité virtuelle dans le domaine de la formation. Donc, je vais vous apporter maintenant un éclairage un petit peu basé sur mon expérience personnelle, puisque je travaille pour une entreprise qui a déjà 9 ans d'existence et qui travaille dans ce domaine. Donc, qu'est-ce qui a fait que le développement de la réalité virtuelle, parce que ça fait quelques années maintenant que la réalité virtuelle prend de plus en plus d'essor, le domaine industriel était le domaine privilégié pour cette technologie, mais en fait, cette technologie, elle est potentiellement adaptable à de nombreux domaines.
notamment celui de la main-d'œuvre manuelle. Je vous montre des statistiques qui datent de 2018, mais qui sont des statistiques qui valent pour le domaine mondial. Aujourd'hui, dans le monde, que ce soit d'ailleurs dans les métiers manuels ou dans les métiers même du développement informatique, par exemple, il y a des entreprises qui ont des pertes de chiffre d'affaires parce qu'ils ne recrutent pas, ne trouvent pas de main-d'œuvre. C'est quelque chose d'assez connu, mais les chiffres parlent d'eux-mêmes, notamment dans les pays développés. Et la Chine, c'est en voie de développement, mais c'est aussi le cas. Le fait de ne pas trouver un soudeur, le fait de ne pas trouver un opérateur, un manutentionnaire, le fait de ne pas pouvoir recruter dans certains domaines, eh bien, entraîne des baisses de chiffre d'affaires potentielles assez importantes. Alors, l'Inde est à 0. Pourquoi? Parce qu'en Inde, il est beaucoup plus simple de trouver de la main-d'œuvre non qualifiée. Et donc, finalement, c'est le seul pays où le rapport offre-demande en termes de main-d'œuvre est à 0. La France est plutôt bien placée, contre toute attente. Maintenant, ce chiffre va certainement évoluer puisque la donne économique est complètement modifiée. Donc, ça, c'est la première constatation. C'est quelque chose qui est problématique parce que dans certains métiers que nous connaissons bien chez Mimbus, notamment la soudure ou la peinture industrielle, on a du mal à trouver des opérateurs et la formation dure assez longtemps et elle nécessite une dépense assez importante. Avec un simulateur, on arrive à former les gens très rapidement et aussi à les immerger dans leur environnement de travail très facilement. Donc, c'est quelque chose aussi qui permet d'augmenter l'attractivité et de former rapidement des opérateurs dans ces domaines-là. Autre constatation, ça vous le savez tous, les nouvelles générations sont hyper connectées, elles ont une appétence très forte pour la technologie et le niveau d'attractivité technologique et numérique est beaucoup plus important. Donc, si on veut attirer plus de jeunes, on va privilégier des outils numériques et aussi des outils ludiques. Les jeux vidéo aujourd'hui sont un moyen d'attractivité très important et ça explique aussi le développement de ce qu'on appelle les serious games dans la formation parce que finalement les jeunes sont plus concentrés lorsqu'ils utilisent du digital que des moyens de formation traditionnelle ou d'attractivité traditionnelle. Alors, le virtuel, on s'en sert pourquoi? On s'en sert pour il y a 3 axes d'utilisation du virtuel. On s'en sert pour attirer parce que c'est quelque chose de ludique, c'est quelque chose d'immersif. On peut s'en servir pour recruter. Je prends un exemple très simple pour la soudure, par exemple. On peut, avec un simulateur de soudure, sans dépenser le moindre gramme de métal, voir si un jeune va avoir des aptitudes pour souder, va être suffisamment concentré sur son plan de soudure et on va pouvoir juger directement de sa capacité à travailler pour soi. On va parler de la viande tout à l'heure. On constate dans le domaine de la viande que sur une vingtaine de tâcherons qui arrivent un lundi matin et qui se présentent à leur poste de travail, on peut en partir 15 à midi parce que ça ne les intéresse pas, parce que le métier n'est pas attractif, parce que c'est des décrocheurs, etc., etc. Avec le virtuel, on ne prend pas ce genre de risque. On pallie à ce genre de problème. Et puis, la formation, c'est quelque chose avec le virtuel qui peut être très perfectionné. Vous voyez,
un casque, on s'immerge, mais il y a aussi des manettes, ça veut dire qu'on peut appréhender des objets, prendre des objets, on peut réaliser des gestes précis. Donc, on peut apprendre un métier manuel de manière très précise et vous allez voir qu'on peut mesurer un certain nombre de compétences avec. Donc voilà, c'est vraiment les 3 axes qui peuvent être utilisés dans le domaine du virtuel. Alors, je vais vous montrer quelques exemples de métiers que l'on a touchés avec nos simulateurs. Le premier exemple, c'est la menuiserie. Alors, on a créé ce simulateur il y a quelques années. C'est un simulateur qui permet d'apprendre à scier du bois sur une scie circulaire grâce à un système de projection stéréoscopique, c'est-à-dire que c'est une projection en relief sur une planche de différentes essences de bois et à l'aide d'une représentation holographique d'une scie circulaire, l'apprenant va pouvoir placer ses mains correctement sur la planche avec des indicateurs visuels et donc réaliser le geste de pousser la planche sur la scie circulaire, parce qu'il y a des aimants pour retenir la planche, pour apprendre son geste de manière totalement sécurisée et sans prendre de risques, tout en étant guidé dans la manière d'exécuter son geste. Donc, l'idée, c'est de permettre à l'apprenant d'essayer autant de fois qu'il veut son geste, de corriger ce geste-là, puisque les mains sont traquées, elles sont suivies. Et par ce biais, on développe un usage répétitif de la posture et du geste. Et au final, l'apprenant, lorsqu'il se retrouvera sur un établi, enfin une scie normale, aura acquis des réflexes qui permettront de se sécuriser immédiatement. Donc ça, c'est un simulateur qui est en vente, qui est actuellement présent dans tous les centres AFPA et qui permet d'une part de ne pas gâcher le bois, puisqu'on utilise du bois numérique, puisque c'est une image et c'est une planche, et en plus de ne pas se couper des doigts, ce sont des choses qui arrivent souvent. Autre exemple, alors là, c'est des exemples plus généraux et ça concerne plus la réalité virtuelle en tant que soi. La réalité virtuelle, elle utilise un casque qui est en vente, je dirais, à la Fnac, par exemple. Et dedans, on a un logiciel qui va vous mettre en situation dans un monde virtuel. L'immersion, c'est un processus qui permet de tromper le cerveau. À partir du moment où on est immergé dans un monde virtuel, on n'est plus dans la réalité. Donc, on est plongé dans le contexte professionnel dans lequel on a bien voulu vous emmener. Là, un des exemples que je montre, c'est la formation à l'habilitation électrique. Par exemple, on va demander à l'élève de réaliser un changement de fusible dans une armoire électrique avec tout le processus de sécurisation qui va avec. L'élève, à l'aide de manettes, va tourner des tournevis, dévisser, visser, dévisser. Il va prendre des objets, en placer d'autres. Il va sécuriser son poste de travail. Et tout ça va être mesuré. À chaque fois qu'il va faire une faute, on va lui indiquer la faute. Et le fait de pouvoir répéter la procédure plusieurs dizaines de fois va petit à petit instaurer des réflexes. Et ces réflexes, une fois que ces réflexes seront pratiqués sur le terrain, évidemment, ils vont être profondément ancrés dans la pratique et la posture physique de l'apprenant. Donc, c'est quelque chose de très efficace. Tout ce que je vous montre, ce sont des outils qui sont en vente sur étagère, que l'on vend par exemple au lycée professionnel, et les lycées professionnels en font un usage massif. Alors maintenant, je vais parler de projets qui concernent plus l'agroalimentaire. Un des premiers projets qu'on a monté avec l'IFRIA Occitanie et puis l'OPCAPIAT, c'est un module pour apprendre à bien aiguiser son couteau. Alors, parce que dans la filière viande,
transformation de la viande et découpe de viande. Un des enjeux capitaux de cette filière, ce sont les troubles musculo-squelettiques. Pour vous situer un peu dans le contexte, les gens qui découpent des poulets, des canards et d'autres animaux sur des chaînes de découpe, par exemple, découpent 1000 canards en une journée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un geste répétitif, un geste précis, mais aussi un geste qui, à la longue, peut créer des troubles musculaires importants et sur plusieurs années, créer de véritables problèmes d'invalidité ou de maladies chroniques. Un des ressorts pour éviter ce genre de choses, c'est l'entretien du matériel. Un couteau qui coupe bien va entraîner moins d'efforts sur la découpe et donc moins de problèmes musculaires, musculo-squelettiques. Donc l'enjeu de bien savoir aiguiser son couteau est capital pour les salariés, mais aussi les professionnels qui emploient ces salariés. Donc un module de formation virtuel à l'aiguisage et l'affûtage, c'est d'une part la possibilité, encore une fois, de s'entraîner autant de fois qu'on veut, mais d'avoir des indicateurs numériques qui se reportent à une réalité, c'est-à-dire l'utilisation d'outils réels, et d'avoir des indicateurs numériques qui permettent de faire comprendre à la personne qui aiguise comment il aiguise son couteau et aussi de lui indiquer comment bien aiguiser son couteau. Et cet entraînement, je dirais, libre, permet, une fois que la personne est sur la chaîne de fabrication, d'avoir les bons réflexes sur l'aiguisage, l'affûtage. Donc ça se présente, j'ai un exemple, je ne sais pas si on le voit. On a un vrai fusil avec un tracker, on a une manette avec un faux couteau, et en fait, dans le casque virtuel, on voit un fusil en 3D et un couteau en 3D qui sont parfaitement superposés. Ça permet de réaliser un geste qui sera numérique, mais d'avoir la sensation du toucher comme dans la réalité. Donc ce projet, il est aujourd'hui sur étagère. Il est utilisé dans les centres de formation et à travers le réseau IFRIA dans les centres de formation d'affilage et d'aiguisage. Et il permet à des élèves de s'entraîner autant de fois qu'ils veulent avant d'entrer dans les chaînes de fabrication. Alors ensuite, je vais parler de deux projets qui sont en cours, et c'est la raison pour laquelle les invités sont là. Par extension de ce projet d'affilage, on a l'IFRIA et l'OBCAPIAT surtout nous a permis de monter un projet qui est en cours de fabrication, qui est celui de la découpe de volaille. Donc, je dis quelques mots dessus et puis je vais laisser la parole à Céline. Peut-être que Céline, vous êtes OK pour le présenter. Alors, il y a les découpes de volaille et puis il y a la découpe de canard aussi, parce que c'est un projet qui est financé par le biais de l'IFRIA Occitanie. Et comme vous le savez tous, en Occitanie, on fait beaucoup de transformation, enfin, de production et de transformation de canards. Donc, c'est un projet qui est dans la lignée du précédent projet, sauf que là, on va s'entraîner à découper correctement la volaille dans le domaine industriel. Donc, Céline, je vous laisse la parole. Oui. Alors, du coup, ce projet est né donc, de la volonté de l'IFRIA Occitanie en collaboration avec 6 entreprises, des entreprises qui sont localisées nationalement, pas seulement sur l'Occitanie. L'idée étant de travailler effectivement sur de la découpe de volaille. Donc, on a le canard, on a aussi la dinde et le poulet qui sont représentés. Et dans ce module, on va intégrer le contrôle qualité, pas seulement la découpe, mais aussi le contrôle qualité et l'aiguisage des outils pour justement avoir une bonne découpe et limiter les TMS, les troubles musculo-squelettiques. Et puis, dans le cadre de ce module, donc on a fait le choix d'avoir 3 modes. On aura un mode de formation, on a un mode évaluation, ce qu'on va appeler une évaluation en fait pour débutants. On va plutôt s'attacher au respect de la procédure.
et un niveau plutôt expert où là, on va s'attacher, enfin, on va rajouter des critères de cadence d'exécution pour justement pouvoir aussi, enfin, l'idée de ce module, c'est aussi de permettre l'évaluation, notamment lorsque l'on a recours à des intérimaires pour savoir justement s'ils ont ou pas la bonne cadence de productivité. Dans ce module, on a intégré aussi une autre composante qui est le travail de l'attractivité avec une mission spécifique qui est dédiée à l'attractivité des métiers où on a alors pris le prétexte entre guillemets de la reconstitution d'une carcasse de canard ou de poulet au foie. Et l'idée, c'est d'apporter en fait à la personne qui est sous le casque un certain nombre d'informations du secteur et à la fin de la mission, une fois que la carcasse est reconstituée, d'aller interroger sur qu'est-ce qui vous a marqué. Donc, on a une question spécifique et la personne donc, doit répondre ou pas à la question. C'est un peu le but un peu du jeu de cette mission. Voilà. Tout à fait, tout à fait. Merci Céline. Donc ce projet est en cours de fabrication. Il va sortir à la fin de l'année. C'est vraiment un projet extrêmement intéressant. Et je pense que c'est un projet qui va changer pas mal les pratiques, du moins la formation, hein, le développement des compétences dans ce secteur qui mais c'est vraiment le secteur le plus qui illustre le plus les points et les difficultés dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire en effet la recherche, enfin, comment dire, l'attractivité et le recrutement de cette filière qui sont vraiment très comment dire, je cherche mes mots, mais en gros, il y a beaucoup de difficultés pour recruter et pour former les gens dans cette filière. Voilà. Alors, on va même aller plus loin, si je peux me permettre de compléter, c'est qu'on est aussi en train de travailler sur la traduction. Enfin, l'idée de ces modules immersifs, c'est aussi de permettre à des personnes qui ne sont pas d'origine française, qui peuvent comprendre parfois de manière avec beaucoup de difficultés de français, de malgré tout pouvoir apprendre le geste, la procédure, avec une acquisition faite par l'expérience. Et notamment, enfin là on l'a vu dans les entreprises partenaires du projet, on a parfois des grosses populations, par exemple guinéennes, pour lesquelles ne serait-ce que la simple traduction, enfin, pour transmettre des procédures, il est nécessaire d'avoir un traducteur sur place. Donc là, l'idée, c'est qu'avec ce module immersif, on a la possibilité du coup de contrer, entre guillemets, la difficulté de la langue. Voire par la suite, dans la suite des développements, ce serait vraiment d'intégrer une autre langue. Oui, tout à fait. Alors, autre projet, actuellement en cours d'élaboration, c'est un projet sur la taille de vigne. La taille de vigne et puis la taille arboricole, c'est un projet assez ambitieux que nous souhaitons mener. Alors, notre principale collaboration, elle se fait avec l'école d'ingénieurs de Purpan, dont M. Kléber est le représentant aujourd'hui. Là, l'enjeu, je me permets, M. Kléber, de donner l'accroche, mais l'enjeu, ce sont des techniques qui sont qui peuvent être extrêmement complexes, qui sont aussi très stratégiques. Et là, l'enjeu, c'est à la fois d'être en mesure de réaliser le bon geste. Alors, vous me direz, avec un sécateur, c'est facile, mais non, c'est pas si facile que ça. Et surtout, d'identifier sur alors un arbre fruitier en général, mais là, en l'occurrence, je cite les vignes, d'identifier la stratégie de développement du cep pour qu'il puisse donner un maximum de rendement de raisin. Donc ça, ce sont des problématiques qui sont essentielles pour le domaine agricole. Alors, Monsieur Kléber, je vous laisse présenter, peut-être poursuivre en quelques mots. Oui, juste quelques mots pour vraiment expliquer les niveaux en fait de conceptualisation que l'on va pouvoir aborder grâce à cet outil. Le premier niveau, c'est l'acte final finalement, c'est l'acte
de coupe, de découpe, de taille, qui consiste à supprimer certains sarments, si je prends le cas de la vigne, ou certains rameaux, si je prends le cas d'arbres fruitiers. Donc, il faut savoir positionner son sécateur, il faut savoir le positionner évidemment pour maîtriser le geste, positionner pour éviter l'entrée de pathogènes sur les blessures, positionner pour laisser le nombre de bourgeons que l'on souhaite laisser. Donc, c'est l'apprentissage du geste. Je dirais c'est le niveau un peu de base pour l'exécution. Mais au-delà de ce niveau, donc, on va vouloir finalement tailler pour respecter une structure de l'arbre. Donc, c'est un peu un niveau conceptuel, c'est-à-dire, par exemple, vous connaissez peut-être pas la viticulture, mais on a des modèles de taille qui sont un peu régionalisés d'ailleurs. Je pense au modèle Guyot. Alors, ce modèle Guyot, on va le retrouver dans le sud-ouest de la France. On va retrouver dans le sud-est plutôt des modèles, des modes de taille en gobelet. Ces modes de taille, finalement, répondent à une structure. Et il va falloir que le geste de taille permette d'atteindre cette structure. Donc, il va falloir se rapprocher de ces modèles en supprimant les bons rameaux. Donc, ça, c'est, je dirais, le niveau 2. Et puis après, il y a le niveau 3. C'est un niveau qui est encore un peu plus conceptuel. C'est qu'on a des objectifs de rendement. On a des objectifs liés donc, au terroir, liés au type de sol, liés à l'âge de la vigne, liés au type de vin que l'on veut fabriquer, un vin plutôt, je dirais, qui va être destiné à une mise en marché en vrac. Et puis on a à l'inverse, à l'opposé, on va avoir des vins qui sont des vins qui vont être gardés, des vins de grande qualité. Donc on va optimiser la taille, la charge en bourgeons des cèpes en fonction de cet objectif de taille. Et évidemment, le tailleur, il a ces 3 niveaux d'information à maîtriser pour pouvoir exécuter son geste de taille. Donc, l'apprentissage et tout l'enjeu de cet apprentissage par le numérique, c'est d'immerger dans différentes situations le futur tailleur pour lui permettre d'acquérir ces 3 niveaux de compétences pour pouvoir tailler. Donc, un niveau, c'est le geste. Un niveau, c'est se rapprocher du modèle qui est le modèle, la structure des cèpes propres à ce vignoble. Et un 3e niveau qui est lié à la stratégie de production de la parcelle, au type de terroir de la parcelle. Et, oui, allez-y, pardon. Et tout l'enjeu pour nous, école d'ingénieurs, c'est de structurer, enfin, grâce à l'interaction qu'on pourra avoir avec la société Mimbus, de structurer un peu cet apprentissage en 3 niveaux pour permettre à nos ingénieurs y compris nos ingénieurs, même si demain ils ne sont pas destinés à la taille, hein, on le comprend bien, mais pour qu'ils comprennent bien comment le geste de taille va pouvoir se répercuter sur une performance d'une parcelle, sur une rentabilité de parcelle. Et bien sûr, nos ingénieurs auront eux-mêmes à former leurs futurs tailleurs pour optimiser donc, le geste de taille. Donc, je voulais insister un peu sur ce point parce que ça me paraît important de comprendre que le numérique ici va nous permettre, et l'immersion, hein, le 3D va nous permettre de dépasser même la question du geste de taille pour aller vers une réflexion un peu plus conceptuelle. Tout à fait. Alors, c'est d'autant plus intéressant que grâce au virtuel, puisque tout est numérique, on peut introduire la notion temporelle, c'est-à-dire l'évolution du résultat de la taille qui est mis en œuvre. C'est ce que vous disiez, c'est que on ne se contente pas de tailler. Alors là, vous voyez une image avec des indicateurs. Il y a des indicateurs pour montrer à l'endroit où il faut tailler. Donc ça, c'est une chose. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir l'évolution de la taille d'une année à l'autre en fonction de ce qu'on a appliqué comme section, quoi, on va dire. Donc, voilà. Donc, ce sont des exemples assez concrets qui sont en cours sont des travaux en cours et qui, à mon avis, enfin à notre avis, hein, répondent assez aux problématiques qu'on a ou qu'on va trouver sur notre route dans cette période post-coronavirus, parce que c'est très certainement une manière d'apprendre qui peut se standardiser
de plus en plus. Alors, c'est juste pour récapituler un petit peu les grands points de la réalité virtuelle. On peut apprendre plusieurs fois, donc faire des erreurs. Et ça, c'est quelque chose de fondamental en formation. L'apprentissage par l'erreur est une chose aujourd'hui qui n'a plus besoin d'être prouvée. Alors, on n'en a pas parlé, mais notamment dans le cas de la taille arboricole, il y a un rapport à l'environnement qui est très fort. Et qui dit apport dans l'environnement dit conditions de travail, des conditions climatiques, par exemple, qu'on peut mettre en œuvre. On peut faire travailler les gens sous la pluie, etc. On a des notions de concentration qui peuvent se mettre en place. On apprend de manière sécurisée, donc ça je l'ai montré aussi. Et puis on travaille beaucoup à distance, donc on peut aussi travailler de chez soi. Voilà. Donc ça c'est évident. Les dispositifs virtuels sont pour certains encore un peu coûteux, mais commencent à se démocratiser de plus en plus. Bientôt, dans quelques années, on va avoir des casques totalement autonomes qui seront disponibles à moins de 300 €. C'est quelque chose qui va devenir de plus en plus abordable. Donc, il est clair que ça peut répondre de manière même individuelle, pas seulement dans une formation collective, aux problématiques de formation. Jérôme, si vous me permettez, je voudrais ajouter un petit point. Dans ce que vous venez de dire, il me semble qu'il y a le côté immersion qui est quand même fondamental et que c'est vrai, quand on a commencé à discuter ensemble il y a quelque temps déjà, je n'avais pas perçu cet avantage de ce type d'outils pour la formation, c'est qu'on peut immerger en situation l'apprenant. Ce qui est au-delà du geste et de l'action. On peut l'immerger dans un contexte pour l'amener à comprendre un certain nombre d'autres éléments qui vont interagir avec son geste. Et ça, je crois que c'est fondamental, le côté immersif. Tout à fait. Voilà, et j'y vois, en tout cas de mon côté, des atouts formidables pour la formation, parce qu'on peut varier évidemment les contextes, on peut varier les lieux, les situations d'immersion. Tout à fait, absolument. Alors, juste un mot, parce que là, je pense que je suis un peu long, mais juste un mot pour ajouter que tout cet apprentissage n'a de sens, à notre avis, n'a de sens que s'il est analysé, s'il comporte une dimension analytique. C'est la raison pour laquelle nous, on associe l'ensemble des outils de formation que l'on met à disposition des uns et des autres avec une plateforme qui analyse de manière très précise. Alors là, je vous ai montré par exemple l'acquisition du geste de l'aiguisage et de l'affilage. Ce geste cette analyse du geste n'a de sens que si l'on comprend les enjeux de l'évolution des compétences et de la qualité pédagogique qu'apportent ces outils. Donc, on a mis en place une plateforme qui permet, à chaque fois qu'on fait un exercice, de mesurer un certain nombre d'indicateurs et de voir l'évolution de ces indicateurs dans le temps et le développement des compétences, que ce soit des compétences de précision du geste, des compétences de temps passé, des compétences de sécurisation d'un lieu, d'un poste de travail, etc., etc. Donc, c'est la raison pour laquelle on a monté cette plateforme qui apporte une valeur ajoutée et aussi des indicateurs, des KPI à la formation en elle-même. Autre chose, il est évident que une formation en virtuel, de par ses grandes possibilités, et notamment pour le monde agricole, doit être le plus ouverte possible sur le paramétrage. Donc, ce paramétrage, c'est quoi? C'est définir des niveaux de tolérance sur la qualité du geste, la bonne angularité d'une découpe, etc., etc. La qualité véritable du geste se mesure sur le résultat. Et donc, ce résultat, il peut être mesuré. Et donc, en associant la plateforme et le simulateur, on va pouvoir définir des objectifs pédagogiques
qui vont être pilotés par un formateur. Le tout se faisant à distance. Donc ça, c'est vraiment l'avenir et c'est les points sur lesquels je voulais insister aujourd'hui. Même si le sujet est le domaine agricole, toutes ces compétences dans le domaine agricole vont trouver très certainement beaucoup d'intérêt à former avec le virtuel, c'est indéniable. Voilà. Alors, j'en ai fini aujourd'hui parce que j'ai été un peu long. Est-ce que vous avez des questions? Et si vous avez des questions, je vous laisse l'ouverture du micro à tous ceux qui veulent en poser ou ajouter quelque chose. Voilà. En tout cas, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté jusqu'ici. Personne n'a de questions. Bon. C'est toujours comme ça dans un webinaire. Bien, bah écoutez, personne n'a de questions. Non, tout a été clair, visiblement. Je vous remercie tous d'avoir participé à ce webinaire. Je remercie bien évidemment. Oui. Peut-être si vous permettez, oui. Je sais pas si vous m'entendez bien, je pense que ce ne serait pas inintéressant peut-être de faire un petit tour des participants rapidement. Oui. Très très rapidement. Hein. Voilà, je vous suggère ça. Voilà. Puis alors j'avais une question peut-être plus précise. Est-ce que vos coordonnées, tout ça, seront accessibles également des participants? Des gens qui Alors, je pense que oui. Hein. Je pense que oui. En tout cas, je crois que le lien qui a été donné par la mêlée numérique permet d'accéder, très certainement de manière directe à moi, parce que je crois qu'il y a mes coordonnées dessus. Quoi qu'il arrive, si peut-être Monsieur Kléber ou Madame Araujo peuvent laisser leurs coordonnées sur le chat, ça se fera sans problème. Bien, merci. Voilà. Ouais, si vous voulez, je peux peut-être me présenter puisque j'ai le micro. Je suis moi-même éditeur de logiciels spécialisés de ERP dans le domaine de la viande pour 3 types d'entreprises, petites et moyennes qui s'occupent de la première transformation de la viande et du début de la seconde transformation. J'ai développé des logiciels qui pilotent des abattoirs de proximité, premier type de logiciel. Le deuxième type de logiciel pilote des ateliers de découpe et de transformation, qu'ils soient autonomes, indépendants, en prestation de service ou qu'ils soient situés en aval des abattoirs, une fois que tout ce qui concerne la découpe, toujours en prestation de service. Et puis un troisième niveau de ERP, un troisième ERP qui s'adresse plus particulièrement à des grossistes en viande et à des salaisonniers, donc des gens qui découpent aussi pour eux-mêmes cette fois-ci, mais qui également transforment. Voilà. Donc je rejoins un petit peu ce que vous disiez au début sur les avantages évidemment du numérique. Pour moi, je suis dans l'informatique encore, je dirais, traditionnelle, qui est la recherche permanente, si vous voulez, de l'amélioration. Alors, vous parliez d'image, de l'entreprise, d'attractivité. Moi, je rajouterais la dimension essentielle qui est la productivité et l'efficacité de l'entreprise tout au long de sa chaîne de production, depuis, je dirais, l'entrée de l'animal vivant jusqu'à la production du résultat qui va être la barquette pesée étiquetée qu'on va trouver sur l'étal de la GMS. Voilà. Alors, je suis confronté actuellement, donc je sais bien faire, je maîtrise complètement toute cette activité-là. J'ai en projet, plus qu'en projet, une réalisation en lien avec une start-up qui développe un système de traçabilité via la blockchain. C'est-à-dire que l'idée étant de rajouter sur les étiquettes des produits qui sont destinés à la consommation un QR code, si vous voulez, qui va permettre de retracer toute la vie du produit
hein, et y compris tout ce qui concerne la production, les conditions d'élevage et également le respect des labels, hein, les engagements de label. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel nous sommes branchés. Voilà. Donc, si vous voulez, donc je suis très motivé par tout ce que vous présentez, évidemment. Ma curiosité un petit peu naturelle m'amène à… Voilà. Alors, je ne comprends rien du tout à ce qu'on appelle la réalité virtuelle. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Quand je vois mes petits-enfants qui jouent avec ça, je fuis. Mais je comprends l'intérêt qu'il peut y avoir. Voilà. Donc, je serai certainement, si vous le permettez, amené à vous rencontrer pour voir comment on peut aborder ce Avec sujet, plaisir. proposer après du service en complément de cette informatique un peu plus traditionnelle. Alors, avec plaisir, j'ai été tenté d'expliquer à tout le monde ce que c'était que la réalité virtuelle, mais il lui fallut peut-être une heure de plus. Donc, j'ai une la idée. réalité virtuelle s'expliquant de plus en plus en utilisant elle-même la réalité virtuelle. C'est la manière la plus simple de le comprendre. Si j'ai bien compris, vous avez axé votre présentation plus sur la formation, ce qui est une chose extraordinaire. Peut-être, voilà, est-ce qu'il n'y a pas d'autres usages dans la réalité de l'entreprise elle-même? Tout à fait. Au-delà de la… Voilà, c'est ça qui m'intéresserait aussi un petit peu d'approfondir. Le domaine des usages est très vaste. Voilà. Pas plus. Merci beaucoup de votre intervention. Je vous en prie. Merci. Voilà. Écoutez, si personne d'autre ne souhaite intervenir, je vous propose de quitter ce webinaire. Un grand merci à Monsieur Kléber et Madame. J'ai juste une dernière petite question. Oui. C'est là, en combien de temps, en fait, généralement, vous faites pour développer ce genre de programme, en fait? Parce qu'il y a quand même pas mal de paramètres et tout. Donc, comment est-ce que vous saviez si tel paramètre est important plutôt qu'un autre? Alors, écoutez, alors Céline, je voulais répondre, mais moi je peux répondre bien évidemment, puisque. Allez-y, allez-y. Pour être simple, il y a trois phases. Il y a une phase, je dirais, de prise de contact avec le métier. Il faut s'approprier le métier, c'est une évidence. Donc, nous sommes des développeurs informatiques, mais nous travaillons avec des pédagogues, puisqu'on fait de la formation, et aussi des gens du métier. Donc, il faut visiter des usines de transformation de canards quand il s'agit de faire un outil de canard. Il faut travailler, il faut aller sur le terrain de récoltants de producteurs de vin pour s'approprier un petit peu du métier de la taille de vigne. Donc, il faut aller sur le terrain et il faut s'approprier le métier en tant que tel. Ensuite, on modélise. Alors, quand je parle de modélisation, je ne parle pas de modélisation procédurale, mais de modélisation 3D. Il faut modéliser l'environnement, il faut modéliser les outils, il faut modéliser la viande, en l'occurrence. Dans d'autres métiers, il faut modéliser des moteurs d'avion, etc. C'est une phase assez importante. C'est presque un des postes les plus importants. Et puis ensuite, on développe l'application, on fait du développement applicatif, on introduit de l'interaction, on introduit de la scénarisation, puisque toutes les questions de scénarisation, et au final, on a un produit qui est utilisable par les utilisateurs. Donc, ces trois phases, elles peuvent prendre un mois chacune. C'est pour, je dirais, une configuration minimale d'un petit projet, c'est 3 mois. Les projets dont vous avez cité tout à l'heure les contenus, on est beaucoup plus sur 6 mois, 1 an. Voilà. C'est des projets qui sont beaucoup plus lourds parce que l'ambition derrière est très importante et les enjeux aussi. Donc, en fonction de la longueur de ces 3 phases, on va prendre plus ou moins de temps. Voilà. Merci beaucoup. Et je vous en prie. Voilà. Écoutez, je laisse. Y a-t-il peut-être une dernière question, si vous le souhaitez? Non. Bien.
Eh bien, écoutez, chaque fois que je dis écoutez, merci à tous, il y a quelqu'un qui pose une question, mais là, visiblement, ce n'est pas le cas. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Écoutez, les deux invités ont laissé leurs coordonnées. Si vous souhaitez aussi les joindre et poser leurs questions. Pour ma part, je vous demande d'aller sur le site de la mêlée pour trouver mes coordonnées. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée à tous et vous remercie une dernière fois d'avoir participé à ce webinaire.